Ok, ça sera pas long, je vais juste trouver la partie que je m'en allais montrer. Ouais, pendant que Jonathan trouve la partie, est-ce que tout le monde va partir plus ou moins vite, ça y est? Ouais. Ouais. Mais il va jouer 2 ronds seulement. Oui, il va jouer 2 ronds seulement. 2 ronds seulement, d'accord? Ouais, parce que Joues-tu? après Ok. il va au cinéma. Donc, dans cette partie-là, on a plus une différence de style de partie. Donc, c'est Garry Kasparov qui a des pièces blanches. C'est pas vraiment ce qui a été joué, d'ailleurs. J'aime bien la blague, j'aime bien la blague. Ça, c'est le petit comique. Je le connais, lui. OK, regarde. E5. Cavalier F3. Cavalier C6. Et fou B5 par Kasparov, donc classique, partie espagnole. Donc, je trouve que les milieux de partie d'espagnol, c'est extrêmement instructif. Puis dans cette partie-là, il bat Anatoly Karpov, mais Anatoly Karpov était également un spécialiste de l'espagnol avec les Blancs, des parties formidables qui étaient jouées, notamment dans les années 70, là, des classiques là, dans la partie espagnole. Mais Kasparov était un féroce débattant de cette ouverture-là également. Fou A4, défense Morphy avec A6, cavalier F6, roc par les Blancs. Fou E7, tour A1. Donc, classique, c'est une espagnole fermée avec fou E7. Les Blancs défendent avec la tour ici. Si les Noirs, au lieu de fou E7, avaient capturé là, ça serait une espagnole ouverte, là, juste pour différencier le type de stratégie des deux côtés. Donc, ouverture favorite, notamment aussi de Fischer. Fischer était très fort avec l'espagnol. Fou E7, tour B5. Donc, le pion E5 était potentiellement en prise. Donc, fou prend C6, puis cavalier prend E5. Maintenant que le pion E4 était protégé, ça aurait été une possibilité. Donc, les Noirs chassent le fou en premier. Fou B3. Donc, maintenant, le fou est sur une diagonale italienne. A5, A6, B5 a été provoqué. Ça double tranchant, ça donne de l'espace au noir, mais peut-être aussi ça peut être des sites d'attaque avec A4 potentiellement. D6 par Karpov. Donc son style est solide. Il aurait pu aussi considérer Rocky qui jouait D5, qui est le Gandhi Marshall, peut-être un petit peu plus moderne comme approche, mais des schémas différents. Ici, c'est quand même la vieille ligne, là, c'est le classique, C3. Donc, les Blancs luttent pour le centre. Donc, en faisant C3, ils vont placer potentiellement, subséquemment, un pion en D4, puis avoir un centre de pion mobile. Avec un type de centre comme ça, on a le choix. On peut capturer un 5 quand on veut, on peut pousser quand on veut. Ça donne un petit peu plus d'activité et de possibilités aux Blancs. Donc, roc par les Noirs et H3 par les Blancs. Donc, si D4 avait été joué, fou G4 aurait été une possibilité très, très logique pour les Noirs. Donc, c'est reconnu comme plus ou moins égal. Avec H3, il empêche fou G4. Donc, il prépare D4 sans louer le clouage potentiellement. Donc, les Blancs vont éventuellement avoir plus d'espace. Ça, j'en ai pas parlé, mais quand on a plus d'espace aux échecs, on veut garder les pièces sur l'échiquier. Donc, plus on a d'espace, plus on a de mobilité, plus on veut garder nos pièces pour essayer d'attaquer avec l'espace en combinaison. Donc, B7, D4. Puis aussi, quand on parle de formuler un plan, être capable de pousser les majorités de pions, ça peut être un plan intéressant. J'en parlais tantôt avec quelques participants qui m'ont demandé des questions. Donc, si on a une majorité de pions, pousser les pions et éventuellement créer un pion passé, ça peut être un plan très viable. C'est
Donc, petite parenthèse, donc D4, tour E8 et cavalier PD2. Donc, les blancs développent tranquillement leur pièce. Avec le cavalier, il peut peut-être venir en F1, G3, F5. La case préférée de Kasparov pour un cavalier en F5 pourrait être très, très fort sur l'aile droite. Donc, fou F8 par les noirs. Les noirs, Karpov utilise un système qui s'appelle la défense Zaitsev. Donc, en faisant fou F8, il libère un peu d'espace pour sa tour puis il met de la pression sur le pion E4. Kasparov joue A4. Donc, tranquillement, il attaque un petit peu la structure des noirs puis il prend un petit peu d'espace. Donc, le pion H6 par Karpov et fou C2 tout simplement. Donc, Kasparov protège le point fort en E4. Donc, quand on a un avantage d'espace au centre, on veut protéger son centre et le rendre indestructible. Il prépare la manœuvre du cavalier subséquemment. Donc, E prend D4 par Karpov. Donc, une stratégie à double tranchant. Karpov donne le centre, qui permet à Kasparov de centraliser ses pions. Donc, peut-être un peu douteux stratégiquement à long terme, mais Karpov à cette époque-là défendait ainsi. Kasparov a joué plusieurs Espagnols dans ce match-là. Ça avait été joué, je crois, à Lyon en 1990. Puis Kasparov a joué plusieurs parties dans l'Espagnol où il avait démontré la supériorité dans ce type de structure-là, en général. Donc, cavalier B4. Donc, Karpov tente d'attaquer le fou de case blanche. Puis, en général, ce fou-là, dans l'espagnol ou l'italienne, c'est un fou important qu'on veut conserver parce qu'il permet d'attaquer souvent. Donc, fou B1 par Kasparov. Puis, OK, les fous bloquent un petit peu la tour sur la première rangée, mais Kasparov envisageait de déplacer la tour en 3 et revenir la centraliser dans la partie, si je me rappelle bien. Donc, C5 par les noirs. Donc, les noirs tentent d'attaquer le centre blanc. Kasparov joue D5. Puis, D5, excellent coup positionnel, prend de l'espace, bloque le fou en B7. Donc, Karpov va tenter d'attaquer le centre des blancs. Mais les blancs vont clamer que le centre restreint grandement les pièces noires. Notamment, vu que le pion est en D5, il coupe un peu les pièces noires à l'aile dame de l'aile droite. Puis on va voir que Kasparov va être capable éventuellement de carrément utiliser virtuellement toutes ses pièces pour attaquer l'aile droite. Donc dans cette partie-là, c'est pas vraiment une partie de stratégie où on joue sur un pion faible, où ça va être plus comme Kasparov place toutes ses pièces vers l'aile droite puis il se met à attaquer. Oui? Pour éviter que les blancs aient un gain d'espace, les noirs auraient dû jouer quoi en place de C5? Ben, bonne question. On peut revenir précédemment avec la structure ici. J'ai déjà expérimenté G6 dans ce type de jeu-là. Peut-être juste tenter de placer le fou en G7, puis éventuellement il pourrait jouer sur la grande diagonale. Puis tenter de clamer que le point fort à 1-5 doit être gardé à tout prix, à moins d'avoir un gain concret. Donc je pense que donner le centre en général, c'est pas recommandé. C'est ce que Max Euwe dans son livre sur la stratégie avait mentionné. Là. Donc Max Euwe, le joueur qui avait battu Alekhine dans un match de championnat du monde en 1935. Là, un Allemand quand même pas pire aux échecs. donc on avait ce type de stratégie-là et D5. Donc, Karpov laisse le centre en quelque sorte, mais il va tenter de l'attaquer. On va voir quand même qu'il joue quelques coups assez cute. Bon, il ramène son cavalier ici, il veut contrôler la case de 5. Tour en 3. Puis C4 par Karpov. Donc Karpov tente de jouer à l'aile dame. Il y a une majorité à l'aile dame, il veut peut-être amener le cavalier là, peut-être occuper cette case-là. On voit quand même que c'est quand même un grand maître de calibre mondial. Il veut centraliser un cavalier ici, puis si Kasparov n'est pas prudent, mais un cavalier là, il va juste suffoquer là, carrément. Donc Karpov quand même pas un client facile. Donc cavalier D4 et dame F6 par Karpov. Donc il attaque le cavalier ici. Kasparov
développe son cavalier ici, puis par le fait même ouvre le fou là. Souvent, quand un grand maître de la sorte joue un coup, le coup a plusieurs utilités. C'est comme, il est capable, genre, bon, en emmenant le cavalier là, il y a une pièce de plus à l'aile droite, il ouvre son fou là, il prépare peut-être une poussée E5 subséquemment. C'est des coups multifonctions. On va pas jouer juste une attaque singulière, mon adversaire défend, puis il n'y a rien qui se passe. C'est souvent des coups qui viennent en combinaison. Donc, cavalier F3, cavalier C5, cavalier A prend. Donc, le pion en B5 est en prise, mais je crois que les deux côtés ne jouent pas nécessairement pour des gains de pion ici. C'est plus comme des échecs dynamiques. Kasparov a pris le pion. Ouais, il a pris le pion. Okay. Ouais, le pion est là, il prend. OK. Tour prend en 3. Ah, c'est pas la partie que je pensais. Non, c'est ça. Ah, je me suis trompé de partie. Bon, on va regarder celle-là, quand même une espagnole intéressante. Donc, cavalier là, cavalier ici. Puis, bon, dans ce cas-là, Kasparov a un avantage matériel. Donc, il faut être flexible des fois. C'est un espagnol, Karpov a joué différemment. Kasparov n'aura peut-être pas d'attaque à l'aile droite, mais pour l'instant, il y a un pion de plus, puis celui-là est faible. Donc, il y a l'avantage matériel. Donc, dans ce cas-là, il va attaquer le pion faible, il va mettre la pression, puis il clame qu'il y a plus d'espace. Donc, quand même une partie instructive quand même. x6, attaque C4, tour E3. Donc, Kasparov utilise sa tour pour peut-être éventuellement créer un rook lift en anglais, un transfert de route de tour à l'aile droite, puis essayer d'attaquer. Donc, tour B8 par Karpov. Karpov place sa tour sur une colonne ouverte qui tente de mettre la pression sur le pion B. Oui, Maurice? Pourquoi tout à l'heure tu as dit fou à 6, attaque C4? Défense C4. Ah. Ouais. C'est mon genre de lapsus. OK. Donc, E5. Fait un petit peu de pression au centre, puis attaque la dame. Aussi, c'est quand même naturel, étant donné qu'il y a déjà une tour en E3, d'essayer d'ouvrir des lignes pour la tour. D prend E5, cavalier prend E5. Kasparov centralise un cavalier, puis recapture le matériel. Donc, rien de trop compliqué, mais ce pion-là, ici, est sous un siège. Puis là, on remarque aussi que le pion en D5 est un pion passé. Donc, ça pourrait devenir un facteur, le pion pourrait rapidement pousser, puis devenir une force pour les blancs. Ouais. Cavalier D3. Cavalier G4. Donc, attaque la dame. Donc, Karpov a quand même placé ses cavaliers extrêmement activement dans la position de Kasparov. Kasparov a ses deux fous qui pointent à l'aile droite. Son cavalier pointe à l'aile droite. La tour peut être utilisée à l'aile droite. La dame peut intervenir à l'aile droite. Donc, il y a beaucoup de pièces qui pointent à l'aile droite également. Quand tu mettre ton cavalier en D7, tu menaces la dame puis la tour. Il y a ce cavalier-là ici. Ah oui, j'avais Il serait en prise. Il faut faire attention. Mais ça s'entraîne aussi. La vision de l'échiquier, c'est quelque chose qui s'entraîne avec des tactiques quotidiennement. Faut faire, je te dirais, au moins 30 minutes de tactique de puzzle par jour. Je ne le fais pas tout le temps. Je vais jouer du blitz à la place, là, mais faut le faire. Là. Si on est capable de le faire, pour se préparer pour la compétition, c'est bon. Là. Donc, cavalier G4, attaque la dame en F6. Dame B6, tour G3, donc menace peut-être éventuellement, menace directement de sacrifier là, car si la dame capture, on a un coup le long de la rampe qui est à longue portée. Donc Kasparov attaque l'aile droit, Karpov a beaucoup de pression à l'aile dame. C'est la game qui a gagné le championnat du monde avec ça? Oui, c'est ça, c'est en 90, dans le match à Lyon. Moi, il avait gagné. J'avais le feeling que je voyais quelque chose. Oui, c'est ça, t'as déjà vu quelque chose comme ça, c'est ça. Oui. Non, c'est ça. Donc, c'est une des parties dans l'espagnol qui a été jouée. Karpov joue G6. Donc, protège le pion H6 avec le fou. Mais, ça commence à faire quelques petits poussées de pion à l'aile droite. Le roi noir est un petit peu inconfortable. Là, je vois la face de Steve là, qui a l'air de dire « Ouais, c'est pas beau ça. »
Donc, ok, fou prend H6. Fait qu'il gagne le pion quand même, finalement, donc ça donne un pion. Ouais. Puis, bon, Karpov en gagne un à l'aile dame. Donc, Karpov joue à l'aile dame, mais Kasparov a un objectif un petit peu plus venimeux, c'est le roi adverse. Donc, dame F3. Puis là, ça fait quand même. Je remarque le nombre de défenseurs des Noirs à l'aile droite, j'en vois juste un. Je suis un peu inquiet pour le roi de Karpov, là. Puis là, Kasparov a 4 pièces sur le roi, là. Fait que. Cavalier D7. Puis, fou prend F8. Roi prend F8. Ah, il veut s'enfuir. Puis, roi H2. Donc, je crois que Kasparov envisage de stopper les échecs sur la première rangée en plaçant son roi à H2 pour se donner l'occasion d'attaquer sans qu'il y ait un échec intermédiaire ou quoi que ce soit. Mais souvent, les grands maîtres vont trouver une façon magique de placer le roi en sécurité. Puis on remarque que, étant donné qu'il n'y a pas de fou case noire, le roi à H2 est en excellente sécurité. Donc, c'est Chigorin qui disait ça dans les années 1800. Il disait le roi est capable de se trouver un abri nucléaire. Là. Ça existait-tu, le nucléaire? Non. C'est ça, non? Fait que, trêve d'histoire, je dois revisiter mes concepts Peut-être scientifiques. forteresse, non? Ouais, une forteresse pour le roi, un abri. Un abri. Donc, donc trêve d'anachronisme, tour B3. Prends D3. C prend D3. Donc, Karpov a un pion passé, donc il n'est pas sans contre-jeu non plus, donc c'est un clash, mais le roi F8 va rendre nerveux pour Karpov. Dame F4. Donc, Dame F4 envisage des échecs ici. Puis, il y a toujours le pion ici qui est passé quand même, mais je pense que celui-là est plus dangereux, donc Kasparov doit agir vite. Il y a une attaque sur le roi, puis les Noirs ont beaucoup de contre-jeux potentiellement. Donc, Karpov capture un cavalier gratuitement. Donc, est-ce que Kasparov a donné un cavalier? C'est ce qu'on va voir. Donc, cavalier H6, menace F7. Là, la tour est ouverte. Dame E7. Tour en G6. Tour en G6. Qu'est-ce que les blancs menacent ici, là, Oh. Maurice? Tour G8. Tour G8, échec aimable. Oh, Donc, il défend. Dame E5. Hein? Tour G8. Il n'y avait pas maintenant un. Roi E7. D6. Oh, ok. Donc, on peut calculer qu'est-ce qui se passe ici. Si la dame prend, cavalier F5 avec une fourchette sur la dame, gagne la dame, c'est fini. Si le roi prend, fourchette en F7 sur la dame également. Donc, Kasparov fait beaucoup de fourchettes, donc c'est un gourmet. Roi F6. Tour E8, échec. Là, c'est une enfilade, il gagne la dame. Là, c'est le temps d'abandonner, mon cher. Et tour prend E5. Même Donc, les grands-maîtres abandonnent pas. Ah oui, c'était pas Ouais, même les grands-mères n'abandonnent pas. Ouais. Non, pas non Mais c'est vrai que, c'est mon style. tu sais, au début, je prenais des leçons avec un grand-maître, Alex Landerman, en 2010, puis il me disait, t'abandonnes trop vite, John. T'abandonnes trop vite. Tu sais, fait que tu peux rien perdre. Tu sais, Ben ouais. on s'entend que, tu sais, comme Kasparov, moi j'abandonnerais. Mais, tu perds rien en jouant jusqu'au mat. Là. Tu peux juste perdre la partie une fois. Là, tu sais. Ben, il y a 25 ans, c'était mal vu. Maintenant, ça change. Même les grands-maîtres vont Jusqu'à se laisser vainqueur. C'est un peu Tu bizarre. sais jamais, tu sais, des fois tu arrives, puis là, soudainement, ton adversaire joue un petit peu imprécisément en pression de temps, puis tu peux trouver un motif, puis forcer un bat, puis tu peux sauver une partie. C'est pas beau, c'est pas le fun, mais si tu es capable de le faire, pourquoi pas? Ouais, j'étais content, j'ai pensé. Donc, roi D5. D7 par Kasparov, donc précis, il pousse le pion, puis si le cavalier prend, qu'est-ce qui se passe ici? Dame F7. Dame F7 avec la tour ici qui est en prise, exactement, bien vu.
Ces jeunes-là sont pas pires en tactique. Donc, tour B8. Cavalier prend F7. Donc, coup de tempo, ça attaque le cavalier, une dame de plus. Karpov a abandonné ici. Oh, enfin. Donc, intéressant, tu sais, la stratégie de Karpov à l'aile dame était fort. Le pion ici, on a eu peur que ça gagne, il a même gagné un cavalier, de se dire c'est terminé. Puis Kasparov se présente, puis attaque le roi jusqu'à temps qu'il soit juste comme au centre, puis gagne la dame. Qu'est-ce qui Avec un passe clash cavalier d'idées. pour D7? Cavalier D7, ouais, ça va être une possibilité. Qu'est-ce qui passe? Je sais qu'elle a tout en plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, il n'y a pas la tour en prise, il y a le cavalier. Dame D6 gagne le cavalier. Dame D6. Dame D6 Ah. pour l'illustrer. Triple fourchette. Puis là, je pense que Non, faut aller. le roi est assez exposé que même si lui, il peut même pas pousser le pion. En plus, la dame le garde. Donc, Une autre question. oui. Dans l'ancienneté, oui, bien sûr qu'on a fait les variations Paul Morphy. Oui. Oui, c'est l'espagnol avec la défense Morphy. Ouais. Et pourquoi ne pas les berlinaises? Parce qu'à partir de Oui, bien, Kramnik, c'est Kramnik. À l'époque, c'était pas très populaire, mais Kramnik a ramené la berlinoise, le mur de Berlin, en jeu en 2000 dans le match contre Kasparov. Puis la berlinoise, c'est une des stratégies là, les plus solides pour les Noirs. Là. D'ailleurs, si on regarde au début de la partie dans une berlinoise, c'est intéressant quand même de voir les subtilités. Maintenant, il y a peu de joueurs qui s'en vont dans la finale, dans la berlinoise, parce que les Noirs ont la paire de fous. Il y a excellente chance de faire la nulle, d'égaliser. Donc à haut niveau, c'est sûr que ça reste une stratégie viable d'annuler avec les Noirs, donc d'égaliser avec les Noirs. Ouais, mais en bas de 2000, là. Ben là, c'est ça. Tu sais, je pense pas. Ça s'applique pas bien au club. Mettons, je pense pas qu'Olivier Kenta-Chicouraté va jouer, que je connais bien, là, un maître international québécois, là, que je connais bien. Il jouera pas la berlinoise pour essayer de gagner avec les Noirs. Tu sais, même si c'est une bonne ouverture, il va pas aller en finale contre. Il va essayer de jouer quoi qui a un petit peu plus de vie dedans. Là. Donc il joue généralement la défense Zaitsev ou la défense. Je sais pas si c'est la défense Zaitsev qui joue. C'est quoi ça, la Zaitsev? Ça ressemblait au système que Karpov a utilisé tantôt. Ok. Mais tu sais, quand je suggérais de jouer G6, tu te rappelles? Ouais. Ouais, c'était un peu cette stratégie-là qui a été utilisée. Le Zaitsev. 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 C'est bien. Donc, regardez, pour le fun, vu qu'on parlait de la berlinoise, qui avait été. À l'époque, en 90, c'était pas en vogue. Mais on revient au passé parce que Lasker jouait la défense berlinoise à l'époque du match contre Wilhelm Steinitz. Ouais. Donc, c'est spécial quand même qu'il y a 100 ans, c'était populaire. Puis maintenant, maintenant, il y a 30 ans, ça ne l'était pas. Donc, on a un espagnol. Puis la berlinoise, le coup dont Sankil faisait allusion, c'est cavalier F6. Donc, ça attaque le 4. Donc, la finale se produit après Rock. Cavalier prend un 4, mais les Blancs vont souvent, maintenant, au niveau, jouer D3 tout simplement. Puis, évite la finale, mais garde l'attention. Notamment, j'avais vu dans un livre sur Magnus Carlsen. Magnus Carlsen jouait le coup D3. C'est tranquille, ça joue tranquillement. Ça ressemble un peu à une italienne, c'est très, J'avoue. très semblable. Il peut se produire peut-être du 600, peut-être coup aussi. Je suis pas certain, là, je connais pas tant que ça la théorie là-dedans. Mais, même en 6. Ok, l'autre variation, pourquoi en lieu de... on revient à la variation Morphy. Et pourquoi ne pas faire de l'échange comme on fait développer pour... Oui, c'est une possibilité, tu sais. Dès quand C6 c'est le coup usuel pour ouvrir le fou et ouvrir également l'activité de la dame. Donc les blancs donnent la paire de fou, mais en contrepartie, on a une meilleure structure de pion. Ça c'est une variation qui est utilisée même Bobby Fischer. Fischer l'a joué. C'est Absolument. Puis, donc, les blancs, des fois, jouent comme H3, jouent tranquillement des échecs positionnels. Ils placent des pions sur case blanche, ont un coup de case noire qui peut avoir la mobilité assez fluide sur l'échiquier.
Les blancs de meilleure structure, les noirs peuvent par exemple faire ça. Puis c'est une partie d'échec, là. C'est considéré comme ayant des bonnes chances d'égaliser pour les noirs quand même. Les noirs à long terme ont la paire de fou. Les blancs de meilleure structure. Partie riche en contenu. Là. Je dirais qu'on pourrait aller pour les principes, comment ça s'appelle les plus anciens, je ne me souviens pas son nom, mais on joue avec les structures de pions. Ouais, ben c'est sûr que les pions, c'est Philidor qui disait ça. C'est Philidor, c'est les armes des échecs. Les pions sont l'arme des échecs. Ouais, c'est super intéressant de penser. C'est comme Karpov dans sa partie tantôt, c'était vraiment la structure de pion. Mais dans l'espagnol aussi, tantôt, il y avait plusieurs jeux de pions. Là, on ne va pas tout explorer, mais le jeu de Kasparov aussi avec les pions dans cette partie-là était intéressant. Notamment en A4 avec le tour A3, le centre. Il a pris le centre, il restreignait les pièces adverses avec le pion en descente. Le style de jeu de Kasparov et Karpov c'est différent. Kasparov est toujours plus agressif Ouais. et Karpov Mais est plus c'est drôle parce qu'historiquement, fermé. c'est toujours les joueurs dynamiques qui ont fini par gagner le championnat du monde. Kasparov, Alekhine. C'est drôle parce qu'on dirait, je sais pas, on dirait que c'est plus facile d'attaquer que de défendre. Mais tu sais, ça reste que bien défendre, stopper le plan de l'adversaire, c'est bon. Mais parfois. Le meilleur champion du monde de défense c'était Tigran Petrosyan. Ouais. Mais paradoxalement, il était très bon en défense, mais ses parties ont été étudiées, puis il y avait quand même beaucoup d'erreurs tactiques dans ses parties pareilles. Parce qu'il se plaçait dans des positions un peu tordues des fois, mais il était bon, c'est sûr, c'est un champion du monde super bon à étudier. Là. Mais, ouais, c'est ça. Même Nimzowitsch, un des pères du jeu positionnel, avec son livre Mon système, je vais prendre un peu d'eau. Pour tous qui ne connaissent pas ce qui était Nimzowitsch, le système, c'était de positionner un pion par exemple au centre et toutes les pièces défendent ce pion. C'est ça l'idée des patrons de Nimzowitsch. Oui. Mais tu sais, non, c'est sûr, Nimzowitsch, c'est un grand maître formidable à l'époque. Mais tu regardes son score contre, mettons, Alekhine ou Capablanca, ou je pense même Lasker avait quand même une supériorité contre lui. Puis je trouvais ça instructif de voir comment les champions du monde de l'époque étaient capables quand même de tirer leur épingle du jeu face à un grand maître comme Nimzowitsch, qui était, cela dit, un théoricien formidable. Je trouve ça super intéressant de regarder ces classiques-là. Il y a un autre détail. Je pense que la majorité, ce qu'on attend, par exemple, choisir une ouverture, une ligne spécifique pour développer. Ben, Choisir comme une ligne principale. Ligne principale, ben, je sais qu'à très haut niveau, en ce moment, ce qui est en vogue, c'est la partie italienne. La partie italienne est très naturelle. Le développement des blancs est excessivement naturel. Donc, c'est quand? Partie italienne. Les échecs simples. Le fou est braqué sur un pion qui peut juste être défendu par le roi, donc potentiellement le pion pourrait être attaqué. Si vous me permettez de dépasser un petit peu, je peux-tu? J'ai une partie du champion du monde, Vichy Anand, qui joue contre un maître international dans l'italienne. C'est super intéressant. Là. Je vais prendre peut-être un 10 minutes genre, maximum là, pour montrer cette partie-là. Donc, Anand, le champion du monde, les Blancs, puis il joue une